Salut les citoyens, après une absence assez longue, moi Citoyen Lambda sera là et présent pour suivre l'activité de vos députés. Franchement, il y en a marre. Hein. Franchement, je vous le dis sincèrement, il y en a ras la casquette de ça. On n'est pas des truands. Commençons avec la présidente de l'Assemblée nationale de cette nouvelle législature en vous présentant Yael Braun-Pivet. Déjà députée lors de la mandature précédente, elle a été d'un soutien indéfectible au gouvernement. Nous allons parler de son parcours, son élection, son accession à la présidence de l'Assemblée nationale, son rôle dans la commission d'enquête concernant l'affaire Benalla, son court passage en tant que ministre de l'Outre-mer et de quelques prises de position qu'elle a pu avoir dans l'hémicycle et en dehors. Née en décembre 1970 à Nancy, Yael Braun-Pivet est la descendante de parents juifs ayant été persécutés pendant la Seconde Guerre mondiale. Son père est un cadre dans une entreprise publicitaire et sa mère présidente de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales. Diplômée de droit, elle a été avocate au pénal pendant assez longtemps, avant de mettre sa carrière de côté pour se consacrer à ses enfants et suivre son mari, un cadre supérieur chez L'Oréal. Ses compétences en droit lui ont permis de donner des conseils juridiques gracieusement à ceux qui pouvaient en avoir besoin. Elle a également dirigé bénévolement une antenne des Restaurants du Cœur. Elle est dans un premier temps engagée au PS dans les années 2000 et elle rejoint En Marche en 2016. Ce ralliement lui a permis d'accéder au Parlement. En effet, Yael Braun-Pivet est élue en 2017 avec 19 684 personnes ayant voté pour elle sur 73 783. L'exercice du pouvoir n'a pas érodé sa cote de popularité, puisqu'elle a gagné près de 4000 voix en plus lors des législatives de 2022. Ça n'a pas été le cas pour tout le monde. 26% des inscrits ont voté pour elle, cela fait quand même 52,34% des personnes qui ne l'ont pas choisie. Yael Braun-Pivet a donc été réélue, et pourtant son parcours à la présidence de la commission des lois et de la commission d'enquête sur l'affaire Benalla aurait pu faire baisser sa cote de popularité. Mais avant d'aborder ces sujets, parlons de son accession à la présidence de l'Assemblée nationale. Candidate pour la seconde fois au poste de présidente de l'Assemblée nationale, elle est la première femme présidente du Parlement. Question de parcours, il n'est pas à l'aune de la promesse macronienne de renouvellement de la politique. Tout à fait, c'est ce que je crois effectivement. Ce projet, nous pourrions l'incarner à travers la candidature et les propositions de Richard Ferrand. Personne ne m'a demandé de retirer ma candidature. Personne ne m'a demandé de retirer ma candidature. Yael Braun-Pivet a battu Ronan Lescure, qui, paraît-il, était le candidat favori de l'Élysée. Au passage, que l'Élysée ait un candidat préféré peut nous interroger quant à la bonne Présidente de séparation l'Assemblée des nationale, pouvoirs vous dans vous êtes notre imposé Constitution. alors que vous n'étiez pas le choix de l'Élysée à ce poste. L'Élysée n'avait pas de choix, Madame Ventura, ni officiel, ni officieux. Si, c'était le député Roland Lescure. Bah écoutez, vous êtes de l'Élysée ou à RTL? Je reviens, On a des informations. je reviens quand même d'un mot sur votre discours d'hier. Ronan Lescure a, lui, été nommé ministre chargé de l'Industrie. Mais bon, je m'égare et restons sur notre ancienne ministre des Outre-mer qui a quitté son, je mets des guillemets, portefeuille de rêve après 36 jours d'expérience. Ce qui n'a pas manqué d'agacer les habitants d'Outre-mer. Yael Braun-Pivet, vous n'aviez pas caché vos ambitions. Après les prochaines élections législatives, vous en parliez, vous envisagiez d'être candidate à la présidence de l'Assemblée nationale. Vous vous prépariez à affronter le sortant, Richard Ferrand, fidèle parmi les fidèles du président Macron. Est-ce que vous avez été nommé ministre pour éviter que vous ne postuliez? Je crois que cette question est... Sans Et- réponse? Alors, si, Ou elle est il y a, évidente? il y a une réponse. La réponse est évidente, c'est que l'important, c'est de servir son pays et de servir ses concitoyens. Moi, vraiment, le portefeuille des Outre-mer est le plus beau portefeuille qui soit. Moi, j'ai appris à les aimer. Je souhaite réussir à révéler toute leur pleine capacité, leur potentialité. Présidence de l'Assemblée nationale. Son discours devant l'Assemblée nationale teinté de féminisme fait grincer les oppositions, qui voient une forme d'hypocrisie au vu de certaines dérivées, émanant même de certains ministres composants du gouvernement actuel. C'est l'affaire, ou plutôt les affaires, de Gérard Darmanin qui m'ont le plus interpellé. En tant que ministre de l'Intérieur, le ministre en charge des violences faites aux femmes. Est-ce que ça ne vous interroge pas d'être vous-même
accusé de viol. Est-ce que ça ne vous pose pas un problème? Vous imaginez, comme disait le président Sarkozy, de l'indignité de votre question? Gérald Darmanin a des relations sexuelles avec des femmes. De l'autre, il intervient politiquement pour les aider à obtenir des services. Une demande de logement pour l'une, le réexamen de son dossier judiciaire pour l'autre. Et elle, elle est proche du parti, elle vient demander de l'aide juridique pour une condamnation et il lui aurait demandé des faveurs sexuelles en échange. Lui, il a soutenu lors des interrogatoires qu'en réalité c'était à l'initiative de cette femme qu'ils avaient eu pour le une moment relation sexuelle. Que ces relations sexuelles étaient le résultat d'un accord. Et si c'est le cas, c'est franchement assez dingue de porter une personne à de telles responsabilités qui abuse de son pouvoir à ce point. Une fois de plus, excusez-moi je m'égare, dans les méandres des affaires politiques. Revenons à Madame Braun-Pivet. Parlons de son passé récent de députée, et d'une autre affaire qui a marqué le quinquennat, l'affaire Benalla. Le 20 juillet 2018, quelques jours après la médiatisation de l'affaire Benalla, une commission d'enquête avait été mise en place à la demande de certains députés. Occupant le poste de présidente de la commission des lois, Yael Braun-Pivet avait été nommée co-rapporteur de la commission pour la majorité présidentielle en compagnie du député LR Guillaume Larrivée. Ce dernier a quitté son poste 4 jours seulement après sa nomination, décrivant une parodie avec des auditions bâclées, des pièces non demandées et des travaux empêchés par la majorité. De nombreux députés de l'opposition avaient quitté cette commission d'enquête dans la foulée, accusant Yael Braun-Pivet de protéger l'Élysée. Le 1er août 2018, la commission d'enquête avait été close sans produire le moindre rapport, alors que les députés s'étaient accordé 20 jours supplémentaires pour permettre à l'enquête d'avancer. On peut aussi découvrir à travers cet article de Blasque que une des choses qui fera capoter la commission, c'est la liste des auditions. Alors que l'opposition souhaite entendre des acteurs de l'affaire, Alexandre Benalla y compris, Yael Braun-Pivet ne veut pas charger la barque. Alors, pour que la barque soit aussi légère que souhaité, la majorité s'accorde sur seulement 8 auditions sans consulter l'opposition. Par comparaison, la commission présidée par Philippe Bas au Sénat sur la même affaire effectuera 48 auditions en 6 mois, en interrogeant notamment Alexandre Benalla et les collaborateurs d'Emmanuel Macron. L'article fait ici référence à Alexis Collère. On apprend également que les salles réservées étaient trop petites pour accueillir l'ensemble des députés, et qu'elle a refusé que les auditions soient publiques, contrairement à celles du Sénat, qui ont suscité un intérêt très important chez les Français. Eu égard à la fonction que vous exerciez alors, il était justifié de disposer d'un passeport de service. Et je vais vous faire la même réponse parce que ça fait 3 fois que vous me posez la question. Il y a une information judiciaire qui est en cours. J'ai reçu ce passeport de la manière la plus normale du monde. Très bien. Mais Monsieur Benalla, c'est curieux tout de même que vous vous abritez derrière la mission de la justice, en vérité, quand ça vous arrange. Mais vous avez fait tout à l'heure un long dégagement sur les actes qui vous sont reprochés le 1er mai pour les justifier. Alors là, vous parlez d'une question que nous ne vous avons même pas posée, qui relève intégralement de la justice, et vous ne vous privez pas de porter une appréciation sur le rôle que vous avez eu et sur la justification de ce rôle au regard d'un article du Code pénal que vous nous avez rappelé. Là, pour le coup, la justice, elle a beau être saisie, vous êtes tout à fait à l'aise pour entrer dans des détails que nous ne vous demanderons pas. Et quand nous vous posons des questions qui ont trait à votre mission à l'Élysée, et aux raisons pour lesquelles vous pourriez avoir un passeport de service, alors là, vous vous abritez derrière une information judiciaire, alors même que, comme je l'ai dit, et comme vous l'avez dit vous-même, vous n'êtes pas mise en examen malgré l'article 40 qui a été utilisé par le directeur de cabinet du président de la République. Donc, véritablement, il y a dans la manière dont vous utilisez le travail de la justice des contradictions, me semble-t-il. Assez des affaires. Parlons de quelques-unes de ses positions de vote, ou certaines de ses positions dans les médias. Contre le fait de mettre l'IVG dans la Constitution en 2018, mais ça, c'était avant. En juin, la décision de la Cour suprême américaine d'abroger l'arrêt Roe v. Wade, qui sanctuarisait depuis 1973 le droit d'avortement aux États-Unis, a eu de nombreux échos dans le monde politique français. Cette décision a poussé la majorité La République En Marche à proposer l'inscription de ce droit dans la Constitution, alors même qu'en 2018, cette même majorité avait repoussé une proposition similaire de la France Insoumise. Que l'inscription de ces droits dans la Constitution, d'une part, soit nécessaire, d'autre part, soit
utile. À mon sens, il est nul besoin de brandir des peurs relatives à ce qui se passe dans d'autres pays pour estimer que ces droits seraient menacés dans le nôtre. Ça n'est absolument pas le cas aujourd'hui et rien ne vous permet de l'affirmer. Votre objectif, c'est de l'inscrire dans la Constitution, là, dans les 5 ans qui viennent. Mon objectif, c'est de le sanctuariser. Nous verrons s'il faut pour cela l'inscrire dans la Constitution. Je me demande comment va se dérouler l'échange autour de cette mise à l'ordre du jour entre la présidente de l'Assemblée nationale et ses vice-présidentes, sachant que certains d'entre eux font partie du Rassemblement national, par conséquent pas franchement des militants pro-avortement. Passons maintenant à ses positions sur l'euthanasie. La députée Yaël Braun-Pivet revendique le droit de choisir sa fin de vie. Elle était prête à voter une loi émanant du groupe Liberté et Territoire porté par Marine Bernier. Cet article du Monde nous indique que la députée des Yvelines a pris cette position contre le gouvernement. Cette loi n'a aujourd'hui pas été encore votée, mais elle pourrait être remise prochainement à l'ordre du jour. Fait intéressant, il a été question que cette loi soit examinée par une convention citoyenne. Regardons un extrait de Madame Braun-Pivet dans lequel je vais extraire quelques phrases clés sur lesquelles nous pourrons nous attarder un peu. Emmanuel Macron veut constituer une convention citoyenne sur la fin de vie. Il a raison d'ouvrir le débat ou alors la loi actuelle est suffisante? Il a raison d'ouvrir le débat. C'est un débat qui existe dans notre pays depuis des dizaines d'années et on voit que chacun de nos compatriotes est concerné par ces questions de fin de vie, évidemment, mais dans son entourage, on a tous nos histoires personnelles et je pense le moment est venu que la loi évolue. Et donc le fait de passer par une convention citoyenne, donc une large concertation avec les citoyens, que j'espère moi qui va dépasser le cadre de cette convention citoyenne. J'espère que dans tout le pays, dans toutes nos salles communales, nous aurons des débats entre citoyens, avec des experts, avec les élus, sur ce sujet qui est un sujet d'importance. Et puis, la ministre va mener des concertations avec le Parlement. Donc, vous voyez, nous allons avoir là, dans les mois qui viennent, un débat sur ce sujet au sein de toute la société. Mais ça veut dire que vous suivrez, voilà, vous suivrez avoir le dernier mot. Vous suivrez les recommandations de la Convention citoyenne sur la fin de vie? À nouveau, moi je suis très favorable à la participation citoyenne, mais il faut qu'elle se combine bien avec la représentation et donc nos concitoyens qui vont travailler vont réfléchir, vont mûrir la situation. Qui décidera? Mais à la fin, alors qui décide? Il y a deux possibilités. Soit alors si ça rentre dans le cadre d'un référendum, c'est le peuple français, donc directement par la voie de référendum, soit le peuple français par l'intermédiaire de ses représentants. Et aujourd'hui, en 2022, les représentants ne sont pas tirés au sort, ils sont élus, et donc c'est le Parlement. Donc soit un référendum, soit le Parlement, mais pas une commission de citoyens, pour des décisions comme celle-ci. Oui. Non mais, pour aucune décision. En fait, mais ça ne vous choquerait pas que ce soit un référendum et un appel au peuple sur la fin de vie? Moi, ça ne me choquerait pas parce que je pense déjà qu'il ne faut jamais avoir peur du peuple lorsqu'il se prononce et surtout que c'est une thématique qui nous concerne tous. Maintenant, il faut regarder si juridiquement c'est possible et si ça rentre dans le champ du référendum, mais surtout c'est évidemment de l'appréciation du président de la République. Moi, ma préférence personnelle, c'est que le Parlement soit saisi parce que je pense que le Parlement souhaite en délibérer et est prêt à le faire. Nous l'avions fait avec la loi Falorni pendant la précédente mandature et une large majorité à l'Assemblée nationale avait voté l'article 1 qui était la position de principe d'une aide active à mourir. Moi, je souhaite que le Parlement soit saisi d'un texte de loi qu'il puisse débattre et voter. Yaël Braun-Pivet se dit favorable à ce que la fin de vie soit discutée à travers une convention citoyenne, mais que celle-ci ne sera pas décisionnaire. Elle indique plusieurs éléments intéressants. Qu'il n'y a que deux façons dont ce texte pourra être décidé. Le peuple pourra s'exprimer directement par voie référendaire, ou le peuple s'exprimera par l'intermédiaire de ses représentants. C'est sur ces points que je suis assez en désaccord avec Yaël Braun-Pivet. Sans m'exprimer sur la fin de vie, cette manière d'utiliser la convention citoyenne ou le référendum me semble assez nébuleuse, voire un moyen, pardonnez-moi, d'enfumer le peuple. Dans le cas où les travaux de la commission citoyenne conviennent à nos gouvernants, l'option du référendum sera favorisée. Le succès me semble assuré car, n'étant pas de l'initiative du prince, la proposition souffrira moins d'un vote de rejet que si le pouvoir l'avait proposée.
Elle sera légitimée par les travaux de citoyens émanant directement du peuple. Si jamais les résultats ne conviennent pas au pouvoir en place, le texte sera manipulé et déformé par le Parlement, qui est, moins qu'avant, mais toujours sous l'emprise du parti présidentiel. Le pouvoir tentera de nous indiquer que le texte déformé reste l'émanation d'une convention citoyenne. Nous avons déjà connu ça avec la Convention citoyenne pour le climat et dans une certaine façon avec les mesures des cahiers de doléances perdus qui avaient été mises en place pour éteindre la crise des Gilets jaunes. Elle dit ensuite, en parlant du référendum, « Je pense qu'il ne faut pas avoir peur du peuple ». Alors là, il est tout à fait amusant d'expliquer que la Convention citoyenne ne doit pas décider pour ensuite dire qu'il faut faire confiance au peuple. Cet exemple nous offre une transition parfaite sur une partie réforme des institutions qu'elle a portée avec le projet de loi Confiance dans la vie publique. Après une petite enquête sur le Discord de Jean Massier, il semblerait du coup que ce projet de loi a été retiré en fait en 2019 quand il y a eu l'affaire Benalla. Le climat n'était pas franchement favorable pour mettre cette réforme en place. Nous avons vu que Yael Braun-Pivet avait une vision qu'on pourrait qualifier de particulière de la démocratie participative. Voici un extrait complémentaire pour développer un peu mieux la pensée de la présidente de l'Assemblée nationale. Je crois beaucoup en la participation citoyenne, mais comme quelque chose qui doit vraiment bien s'articuler avec la démocratie représentative, le Parlement. Mais il ne faut pas que nous soyons pieds et poings liés, nous indiquer une acceptation sociale. Alors là, on peut relever, cela doit bien s'articuler avec le Parlement égal. C'est le Parlement qui décidera. Il ne faut pas être pieds et poings liés. Cela veut dire l'organe de décision citoyen ne doit pas contraindre les représentants à suivre des directives. Nous indiquer une acceptation sociale veut signifier en fait que ces conventions citoyennes sont vues par nos représentants comme des sondages qui leur indiquent les marges de manœuvre dont ils disposent. On peut voir aussi à travers cette prise de position dans les médias. Elle se dit favorable à la suppression de la Cour de justice de la République. Alors je vous propose un extrait du 10 juillet de Madame Braun-Pivet qui nous explique que... Pour ce qui est de la Cour de justice de la République, les choix étaient difficiles. Il est dans la tradition française de soumettre la responsabilité pénale des ministres à des juridictions d'exception. En commission, il a été rappelé que la seule condamnation d'un ministre par une juridiction de droit commun datait de 1893. Aujourd'hui, nous défendons une priorité, que les politiques ne soient plus jugés par des politiques. L'article 13 met fin au refus de confier à l'autorité judiciaire le jugement des ministres. Il répond à la nécessité de rapprocher du droit commun la responsabilité pénale des membres du gouvernement et aux critiques que suscite la Cour de justice de la République. La Cour d'appel de Paris va donc s'y substituer. Certains auraient souhaité aller plus loin en direction du droit commun. D'un autre côté, comment ignorer la spécificité de la fonction ministérielle ? Il nous a semblé qu'un équilibre avait été trouvé. Dans le même temps, il ne nous a pas paru opportun de maintenir deux voies différentes, une pour les ministres, une autre pour les co-auteurs ou complices présumés, alors même que cette séparation a été critiquée par le passé. La Commission a prévu de mettre fin à la dissociation des procédures pénales en cas de poursuite devant la Cour d'appel. J'en connais un dont le traitement judiciaire aurait eu un dénouement peut-être encore plus compliqué. On pense à toi, Éric Dupond-Moretti. Il y aurait vraiment plus à dire sur les prises de position de Yael Braun-Pivet, mais la vidéo serait beaucoup trop longue et aucun autre député n'aurait le droit à une vidéo sur sa personne. Vous pourrez trouver des articles dans la description sur ses travaux sur la détention, ses positions sur le pass sanitaire. Si vous voulez que nous nous intéressions plus aux travaux d'Yael Braun-Pivet ou d'autres députés, vous pouvez nous rejoindre pendant les lives pour en parler, ou sur le Discord, ou même sur des groupes Facebook spécifiques. Vous pouvez nous aider à préparer directement les sujets et contribuer à faire grandir la démarche Moi Citoyen Lambda. Un groupe spécial à l'occasion de cette vidéo va être créé pour surveiller la députée des Yvelines. Je vous invite à le rejoindre pour les plus motivés d'entre vous. A bientôt les citoyens et gardez un œil sur vos députés. Le pouvoir de créer les machines, le pouvoir de créer le bonheur. Vous, le peuple, en avez le pouvoir de rendre la vie belle et libre, le pouvoir de faire de cette vie une merveilleuse aventure. Alors au nom même de